Bonjour, comme d'habitude, c'est votre aimable professeur, M. Moussa Moïse Condé. Bienvenue dans ce cours interactif de chimie portant sur la loi d'action de masse et le produit unique de l'eau. Alors, pour commencer, on va essayer de résumer tout simplement cette notion de loi d'action de masse et de produit unique de l'eau. La loi d'action de masse est une loi qui a été émise en 1864 par deux chimistes norvégiens du nom de Peter Wiese et Gilbert. Cette loi ici suggère que c'est une loi d'abord qui permet ici de définir ici l'état d'équilibre d'un système réactionnel. La loi d'action de masse annonce que lorsqu'un système réactionnel qui est soumis à une certaine réaction atteignant un certain équilibre est caractérisé par le fait que la concentration des produits est liée à celle des réactifs par une constante ici qui varie en fonction du temps. Cette constante porte carrément le nom de ces deux chimistes, à savoir ici Wiese et Gilbert. Cette constante ici appelée constante d'action de masse est une constante qui accompagne toutes les réactions, mais tous les systèmes réactionnels. Lorsqu'un système réactionnel, c'est-à-dire un système réactionnel, sont des réactions qui sont souvent réversibles. Lorsque ces systèmes-là, lorsque cette réaction ici atteint un certain équilibre, cette réaction est caractérisée par le fait que la concentration ici des produits obtenus est liée à celle des réactifs par une constante ici qui ne varie seulement que lorsque la température ici varie. C'est la constante ici d'action de masse notée par KCT. Donc cette constante a été définie, cette loi a été définie en 1864. Mais 13 ans après, c'est en 1877, le chimiste allemand du nom de Van 't Hoff, en fait, arrivait aussi à la même hypothèse, mais indépendamment ici de l'hypothèse effectuée par, ou bien aussi des recherches effectuées par les deux chimistes norvégiens. C'est qu'il a fallu qu'en 1879, Peter Wiese et Gilbert, fait ici, ont reformulé, si vous voulez, la même hypothèse, cette fois-ci en allemand, ici, pour que vraiment ce soit publié au sens du grand public. Donc, c'est une hypothèse qui a été acceptée finalement par Van 't Hoff, qui a reconnu ici la priorité de ces deux prédécesseurs. Mais, ça c'est que la loi d'action de masse a connu un rayonnement scientifique, justement, après les travaux de Van 't Hoff. Donc, c'est une loi qui a beaucoup d'utilité. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la chimie, mais c'est une loi qui a beaucoup d'utilité, surtout dans la thermodynamique, car on parle souvent ici de l'enthalpie d'un système réactionnel. Donc, c'est purement physique à ce niveau. Alors, ici, on va essayer d'appliquer la loi d'action de masse sur un système réactionnel. Supposons que c'est un système réactionnel, c'est une réaction chimique réversible entre deux espèces chimiques A et B. Supposons que c'est une réaction de ce genre, c'est-à-dire XA plus YB donne réversiblement ici TD plus par exemple ici ZE. Ça c'est une réaction chimique, une réaction réversible, donc un système réactionnel. Donc quand je prends cette réaction chimique là, en appliquant la loi d'action de masse sur cette réaction chimique, vous comprenez par là que X, Y, T et Z représentent ici les coefficients stéréométriques. Donc ce sont des coefficients qu'on voit souvent dans les réactions chimiques. Ces coefficients-là accompagnent souvent les espèces chimiques A, B, D et E respectivement. Ça c'est un système réactionnel. Alors pour appliquer la loi d'action de masse sur ce système réactionnel, la constante d'action de masse KCT est égale avec la barre de fraction. Vous commencez toujours par les concentrations ici des produits. Donc vous direz que la constante d'action de masse KCT est égale à la concentration de l'espèce chimique D exposant son coefficient stéréométrique, donc exposant T, multiplié par la concentration de l'espèce chimique E exposant Z. Maintenant vous finissez par les réactifs. Donc le tout divisé par la concentration de l'espèce chimique A exposant X, multiplié aussi par la concentration de l'espèce chimique B exposant Y. Ça c'est la constante d'action de masse associée à cette réaction. Donc c'est simple, c'est une constante ici qui ne dépend que de la température. Mais lorsque la température varie, systématiquement cette constante là aussi va automatiquement varier. Donc l'application maintenant de cette constante d'action de masse sur l'autoprotolyse de l'eau donne naissance à une grandeur chimique qu'on appelle ici le produit ionique de l'eau. Alors, l'autoprotolyse c'est quoi aussi? Avant de parler de l'autoprotolyse, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'autoprotolyse tout simplement. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner sur la chaîne et de publier également et de partager également la vidéo. Pour ne pas rater mes prochaines publications bien sûr, n'hésitez pas et vos commentaires bien sûr sont les bienvenus en cas de suggestion éventuellement. Donc ça c'est un peu la constante d'action de masse appliquée ici à cette réaction ici réversible.
Maintenant, revenons maintenant sur le deuxième thème qui est l'autoprotolyse de l'eau. Mais avant de parler de l'autoprotolyse de l'eau, on va parler, définir c'est quoi l'autoprotolyse en chimie. Une réaction d'autoprotolyse, de façon générale, quand on fait des recherches, on dit une réaction d'autoprotolyse, c'est une réaction ici, au cours de laquelle deux espèces chimiques identiques ici interagissent. C'est-à-dire les deux espèces chimiques vont échanger des protons. Mais deux espèces chimiques identiques, l'une va libérer un proton H+, et l'autre va capter ce proton H+. Ces genres de réactions sont appelées en chimie les réactions d'autoprotolyse. Donc c'est pas seulement avec l'eau, c'est souvent des réactions qui se passent avec les espèces qui ont un peu le caractère amphotère ou bien ampholyte. Donc souvent ce sont des amphotères en fait. Des espèces qui peuvent se comporter au sens de Bronsted comme étant des acides et comme étant des bases. Donc lorsqu'on prend une espèce chimique AH, c'est-à-dire un amphotère AH, si l'espèce chimique peut se comporter comme un acide, donc suivant le sens de Bronsted, l'espèce chimique peut libérer un proton H+. Donc en libérant un proton H+, ça va donner automatiquement ici A-. Donc AH va libérer un proton H+, pour avoir ici A-. Donc on voit que dans cette réaction, l'espèce chimique AH a libéré un proton H+. Donc l'espèce va se comporter comme un acide, au sens de Bronsted. Mais en même temps, l'espèce chimique, comme c'est un amphotère, peut aussi jouer encore le rôle ici de base. Donc ça peut aussi capter des protons H+. Donc l'espèce chimique, ça c'est la première réaction, équation numéro 1. Donc l'espèce chimique AH aussi peut aussi capter un proton H+, maintenant pour se transformer maintenant ici en AH2+. Ça c'est la deuxième réaction. Là l'espèce a capté, c'est un ampholyte. Donc en additionnant, il faut comprendre que lorsque vous additionnez ces deux équations maintenant, vous trouverez quoi? Vous trouverez que 2AH maintenant, parce que H+, vont se simplifier, donc va donner réversiblement. Alors ici, le A-, maintenant plus, maintenant le AH2+. Ce sont les réactions d'autoprotolyse. Souvent, elles sont caractérisées par cette double flèche. Donc, ce sont des réactions qui sont réversibles. En émotion, le système réactionnel tout simplement. Elles peuvent aussi atteindre l'équilibre comme on l'a défini ici, on a déjà édifié dans la loi d'action de masse. Donc, ça c'est le caractère ici, en fait, ampholyte ici de cette espèce A qui peut libérer en se comportant comme un acide et qui peut également capter. Donc comme la réaction là se produit entre deux molécules identiques et en plus dans cette réaction on assiste à un transfert de protons, donc c'est une réaction d'autoprotolyse tout simplement. Maintenant l'eau également qui est considérée comme le solvant en chimie, l'eau aussi peut se décomposer très lentement parce que les expériences ont montré que sur 1 milliard de molécules d'eau seulement 2 se décomposent. Donc l'eau aussi peut se décomposer dans ce même sens. Donc l'eau c'est une espèce ici qui a le caractère ici amphotère. Donc elle peut jouer la nature ici basique, c'est-à-dire elle peut jouer le rôle d'un acide. Elle peut également jouer le rôle ici d'une base. C'est-à-dire elle peut libérer un proton H+, tout comme elle peut capter. Donc lorsque deux molécules d'eau interagissent, l'une en cédant un proton H+, et l'autre en libérant ce proton H+ là, on obtient maintenant une équation d'autoprotolyse de l'eau. Donc l'autoprotolyse de l'eau c'est une réaction de type acido-basique. En fait, au cours de laquelle ici, une molécule d'eau va libérer un proton H+ pour se transformer en ion OH-, ion hydroxyde, et l'autre molécule maintenant qui va capter ce ion H+ libéré va se transformer en ion H3+, ion oxonium, ou bien ion hydronium tout simplement. C'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. On va essayer de mettre ça en évidence. Alors, maintenant appliquons maintenant autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse ici de l'eau. Donc on dit que l'autoprotolyse de l'eau c'est entre deux molécules d'eau identiques. La première molécule d'eau va libérer, donc va se comporter comme un acide en libérant un proton H+. Vous avez ici H2O. Maintenant qui va libérer un proton H+. On va avoir ici H+, plus les ions OH-, ion hydroxyde. La seconde molécule d'eau va capter cet ion libéré. Donc H2O, ici plus maintenant le H+, maintenant va donner ici le H3O+. Donc il faut comprendre que ces ions OH- et H3+, sont immédiatement solvatés dans l'eau. Donc ce sont des ions qui sont hydratés systématiquement. Donc si on fait maintenant la somme de ces deux équations, vous trouvez une équation d'autoprotolyse de l'eau. On fait la somme de ces deux équations, on trouvera ici quoi? 2H2O donne réversiblement les ions H3+, plus les ions OH-. Ça c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau qui est une réaction indispensable dans le premier chapitre de chimie, acide et base en solution aqueuse. Ça c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Alors comme c'est une réaction qui est réversible, ou bien comme c'est un système réactionnel, elle peut aussi atteindre l'équilibre.
Donc on peut maintenant automatiquement appliquer la loi d'action de masse sur cette réaction d'autoprotolyse de l'eau. En appliquant la loi d'action de masse sur la réaction d'autoprotolyse de l'eau, on obtient le produit ionique de l'eau. C'est la première formule essentielle du programme de chimie en terminale. Bien, on va continuer. Là, vous avez ici la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc on va essayer d'appliquer maintenant la loi de Gilbert et de Huizy sur cette relation. C'est on va appliquer la loi d'action de masse sur la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc on voit déjà que les produits sont là. C'est les ions H plus et les ions OH-. Donc le seul réactif c'est l'eau tout simplement, bien sûr. Alors lorsqu'on applique la loi d'action de masse, on trouvera que la constante d'action de masse appliquée à cette relation d'autoprotolyse de l'eau, KCT, égale à la concentration des ions H3+, H3O+. Maintenant, là le coefficient c'est 1, donc S posant 1. Maintenant multiplié par la concentration des ions OH-. Maintenant S posant également le coefficient stéréométrique encore c'est 1. On n'a pas besoin de mettre. Divisé maintenant par la concentration de l'eau, H2O, ici au carré. Alors on peut maintenant faire produit des moyens égal à celui des extrêmes. Pour continuer un peu plus. Donc vous trouverez pas que la constante KCT en fonction de la température multipliée par la concentration de l'eau élevée au carré ici donne ici concentration des ions H3+ multipliée par la concentration des ions OH-. Maintenant comme KCT c'est une constante et que l'eau également est une constante, sa concentration c'est 55,5. Donc on pose maintenant que le produit de ces deux constantes là égale ici à KE. On pose que la concentration, la constante d'action de masse KCT multipliée par la concentration de l'eau élevée au carré égale ici à une constante notée par KE. Alors, le KE serait égal à la concentration des ions H3+ multiplié par la concentration des ions OH-. Ça, c'est un peu le produit unique de l'eau. Donc, le KE est appelé le produit unique de l'eau. C'est la première relation mathématique qui s'est rencontrée dans le programme de chimie en terminale. Donc, ça, c'est un peu la constante d'action de masse associée à l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Donc, le produit ionique de l'eau est là. Maintenant, à travers cette relation, on peut maintenant essayer de démontrer, de trouver ici la nature ici des solutions acides, basiques et neutres, avant même d'approfondir d'abord le cours. Donc n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner sur la chaîne surtout. On va continuer. Alors ici, en 1909, le chimiste danois du nom de Sorensen a défini le pH d'une solution. Parce qu'en réalité, dans toutes les solutions, il y a les ions H3+, et il y a les ions OH-. Donc le pH d'une solution, c'est un peu, c'est une grandeur ici qui permet un peu de justifier l'activité des ions H3+ dans une solution. Donc il a défini le pH d'une solution en 1909 en disant que le pH d'une solution, c'est tout simplement l'opposé du logarithme décimal de la concentration des ions H3+ dans cette solution. Donc ça a été défini en 1909. Donc à travers cette définition de pH, on voit que il y a une nouvelle grandeur qui va maintenant en fait, surgir dans la chimie, c'est la notation. En fait, c'est cette fonction logarithme qui vient là. Donc cette fonction logarithme, on aura beaucoup besoin de ça. Donc Sorensen a dit que le pH, c'est un logarithme décimal de la concentration des ions H3+. Donc de même, le pOH qui est aussi traduit ici la concentration des ions, l'activité des ions OH-, le pOH par définition, c'est toujours l'opposé du logarithme décimal de la concentration des ions OH- dans une solution. De la même manière, on a aussi défini le pKe. Le pKe également, c'est aussi le KE, c'est aussi le produit ionique de l'eau, mais cette fois-ci exprimé autrement. Il dit que le pKe, tout simplement, le pKe de manière analogue, le pKe, c'est l'opposé du logarithme décimal, en fait, ici de ce KE. Donc, on dira que le pKe, qui est aussi une grandeur ici associée à ce produit unique de l'eau, est égal ici à l'opposé du logarithme décimal de KE. Donc, à partir de cette formule-là, on peut maintenant chercher ici le KE, tout simplement. Parce que des fois, il y a des solutions que vous donnez le pKe, et que là, vous devez chercher maintenant le KE. Donc, vous devez comprendre que lorsque le pKe est donné, vous tirez le KE, parce qu'il y a des règles sur les fonctions logarithmes qui disent que lorsque log de A égale à B, et que vous voulez tirer A serait égal à 10 exposant B. Donc, propriété des logarithmes, c'est ce qu'il faut connaître dans la résolution des exercices. Lorsque vous avez deux nombres positifs A et B, on dit que log ici de A égale à log de B si et seulement si A égale ici à
B. Donc c'est une règle ici des logarithmes décimales. Mais lorsque vous avez log de A ici égal à B, là, A c'est égal ici à 10 exposant B. Pour vous dire quoi que la fonction logarithme et la base 10 ici sont des fonctions inverses. C'est que le logarithme ici de 10 égale à 1 et en même temps 10 log ici d'un nombre réel positif A, c'est aussi égal à A. Donc ça c'est une caractéristique ici des fonctions logarithmes. Donc si maintenant le PKE égale ici à moins log ici de KE, donc si vous voulez tirer KE, donc le KE c'est égal ici à 10 exposant moins PKE. Une solution acide, par définition, c'est une solution dans laquelle on rencontre plus d'ions H3+ que d'ions OH-. En fait, c'est une solution dans laquelle ici la concentration des ions H3+ surpasse la concentration des ions OH-. C'est un peu la définition des solutions acides. Parce que dans toutes les solutions, il y a les ions H3+, il y a les ions OH-. Lorsque la proportion des ions H3+ dépasse celle des ions OH-, on dit que la solution devient acide. Le cas contraire, lorsque la concentration des ions OH- cette fois-ci dépasse les ions OH3+, on dit que la solution devient basique. Lorsque les deux concentrations ici sont en proportion égale, on dira qu'on a une solution neutre. Donc une solution acide par définition, c'est une solution dans laquelle la quantité de matière des ions H3+ dépasse la quantité de matière des ions OH-. Et comme nous sommes dans la même solution, donc autrement dit, une solution acide c'est une solution dans laquelle la concentration des ions H3+ dépasse la concentration des ions OH-. Alors ici, on peut dire par là que la solution acide, c'est une solution dans laquelle la concentration des ions H3+ est supérieure à la concentration des ions OH-. Et comme les concentrations sont des grandeurs ici positives, donc lorsque vous multipliez toute l'inéquation par la concentration des ions H3O+, alors vous trouverez ici que la concentration des ions H3+ ici au carré sera ici supérieure à la concentration des ions H3+ fois la concentration des ions OH-. Mais on sait que le produit de ces deux concentrations représente ici le KE. Donc vous direz que la concentration des ions H3+ ici élevé au carré est supérieure ici au KE. Maintenant ici, pour trouver maintenant ici le pH, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prendre racine carré membre à membre. Déjà les concentrations là sont déjà positives. Donc vous trouverez que la concentration ici des ions H3+ sera égale ici à la racine carrée de KE. Sera supérieure ici à la racine carrée de KE. Maintenant, toujours vous continuez un peu long. Prenez log de membre à membre. Le logarithme ici de la concentration des ions H3+ maintenant sera supérieur à logarithme ici de KE exposant 1/2. Maintenant, on prend maintenant moins, multiplie le tout par moins 1. En multipliant par moins 1, l'équation va changer de sens. Vous trouverez ici maintenant que moins log de la concentration des ions H3+ maintenant sera inférieur à moins log maintenant ici de KE exposant 1/2. Mais on sait que moins log, l'opposé du logarithme décimal de la concentration des ions H3+, ça c'est le pH. Donc le pH alors sera inférieur. 1/2 la peut descendre ici, ce qui fait ici 1/2 multiplié par moins logarithme de KE. Et on sait que moins log de KE, ça c'est le PKE. Donc finalement, vous devez retenir que le pH doit être inférieur à 1/2 ici de PKE. Ça c'est un peu la définition ici du pH d'une solution acide. Donc une solution est dite acide, c'est quand son pH est inférieur ici au PKE divisé par 2. Donc vous ne dites pas que c'est quand son pH est inférieur à 7 directement. On compare à 7, c'est quand nous sommes à 25 degrés Celsius. C'est que à 25 degrés Celsius, là-bas, le PKE ici égale ici à 14. Maintenant, comme le PKE égale à 14, donc le pH maintenant sera inférieur ici à 14, maintenant divisé par 2. Donc finalement, le pH sera inférieur à 7. Donc on ne compare à 7 que si nous sommes à 25 degrés Celsius, température ordinaire. À part cette température-là, le pH ici, il est mieux, il est préférable que l'élève dise qu'une solution est dite acide, c'est quand son pH est inférieur au PKE divisé par 2, c'est mieux. Parce qu'à travers ça, lorsqu'on sent de la température, là tu es en fait dans la cohérence, tu es dans la logique en fait, de l'idée. Mais lorsque vous dites seulement que le pH est inférieur à 7, on peut changer de température. Et lorsqu'on change de température, on ne peut plus comparer à 7. Donc 7 ne devient pas même le site de référence. Donc le pH de référence, c'est le PKE divisé par 2. Vous devez comparer à ça. Lorsque le pH d'une solution est inférieur au PKE divisé par 2, c'est une solution acide. Lorsque c'est supérieur, là vous allez faire vous-même maintenant pour les solutions basiques à partir de la définition. Une solution est dite basique, c'est très simple. Vous ne ferez que changer le sens de l'inégalité ici. Une solution est dite basique, c'est quand la concentration des ions H3+ cette fois-ci est inférieure
à la concentration de GeoWatch, vous procédez de la même manière, rien ne change. Et pour les solutions neutres également, vous remplacez l'illégalité là maintenant par l'égalité. Mettez ici l'égalité entre les deux et vous démontrez de la même manière. Donc une solution est dite acide, c'est quand son pH est inférieur au pKa divisé par 2. Une solution est dite basique, c'est quand son pH est supérieur au pKa divisé par 2. Une solution est dite neutre, c'est quand son pH ici est égal au pKa divisé par 2. Donc c'est un peu ce qu'on devrait voir dans ce cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'attention et big up justement à tous qui vont s'abonner sur la chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications et à tous qui vont justement liker la vidéo. N'oubliez pas justement de partager pour le grand public. Merci beaucoup pour l'attention et à la prochaine pour d'autres cours de sciences. Merci beaucoup.